Je m'appelle Jean-Pierre Delorme et pendant 42 ans, j'ai cru être capable de déceler le faux. Je collectionne des objets rares depuis 20 ans, des pièces d'or de l'époque napoléonienne, des cartes anciennes de Paris, de la porcelaine de Sèvres. J'ai l'œil pour les détails, pour les subtilités, pour ce qui distingue une perle véritable d'une pâle imitation. Je pensais que ce talent me servirait dans la vie. Je me trompais. Madeleine est entrée dans ma vie il y a 6 ans, lors d'un vernissage au Grand Palais. Elle se tenait près de la fenêtre dans une robe noire, les cheveux relevés en un chignon flou. Elle regardait une vieille gravure des Champs-Élysées et disait à une amie que son grand-père avait vécu dans cette avenue. Je me suis approché, j'ai engagé la conversation. Elle avait ce don. Elle savait écouter comme si chaque mot que je prononçais était la chose la plus importante au monde. Et moi, idiot que je suis, j'ai voulu être celui qui allumait cette étincelle dans ses yeux. Nous nous sommes mariés dans une petite chapelle à Saint-Paul-de-Vence, surplombant la Méditerranée. Ma famille était ravie. J'allais enfin me ranger, fonder une famille. Maman pleurait de joie. Mon père m'a serré la main en disant que Madeleine était une femme bien. J'ai acheté pour nous une bastide dans le Luberon, avec vue sur les monts de Vaucluse. Elle l'a décorée avec passion. Meubles anciens, carrelage italien, l'un des Vosges pour les rideaux. Tout devait être parfait. Il y a 3 ans, j'ai eu l'idée de lier mes ventes aux enchères caritatives à une cause réelle. Je ne voulais pas être juste un autre riche qui accumule des vieilleries. Je voulais aider les orphelinats, les hôpitaux, les fondations. Madeleine s'est tout de suite investie. Elle m'a dit que c'était une idée merveilleuse, qu'elle était fière de moi. Elle a commencé à organiser les événements, à inviter du monde, à veiller aux moindres détails. J'étais aveugle. Le premier signal d'alarme est arrivé il y a 6 mois. Mon comptable, André, est entré dans mon bureau avec une mine étrange. Il a dit que les chiffres ne collaient pas. Les versements sur le compte de la fondation étaient supérieurs à la somme récoltée lors des enchères. Beaucoup plus élevés. J'ai posé la question à Madeleine. Elle a souri et m'a expliqué qu'il s'agissait de dons supplémentaires de mécènes souhaitant rester anonymes. Je l'ai cru, parce que je voulais la croire. Puis les appels ont commencé, à des heures impossibles. Madeleine sortait dans le jardin, parlait à voix basse, revenait avec un sourire nerveux. Elle disait que c'était de l'organisation, que la prochaine vente serait la plus grande. Quand je demandais des détails, elle changeait de sujet. Et je lui laissais de l'espace car j'avais confiance. Comment ne pas faire confiance à la femme qu'on aime? La vérité a éclaté il y a 2 mois. J'étais à l'entrepôt, dans un vieux bâtiment du Marais où je stocke une partie de ma collection. Je vérifiais l'inventaire avant la prochaine vente. J'ai entendu la porte du rez-de-chaussée s'ouvrir. Ce n'était pas André ni aucun de mes employés. Je suis descendu et j'ai vu Madeleine. Elle n'était pas seule. L'homme était grand, tatoué sur les avant-bras, vêtu d'un costume cher qui jurait avec son visage dur. Il lui parlait français, mais avec une intonation de rue, un accent traînant. Ils ne m'ont pas vu. Le prochain lot passe mercredi, disait-il. Ton mari n'y verra que du feu. Les documents sont propres, facture des Pays-Bas, 300 000 €. Calme-toi, David, a répondu Madeleine d'une voix que je ne lui connaissais pas. Froide, posée, étrangère. Je gère la situation. Jean-Pierre n'a aucune idée de ce qui se passe. Il est trop occupé avec ses vieilleries. J'ai reculé dans l'escalier. Mon cœur battait à tout rompre. 300 000 €. Pays-Bas, documents, vieilleries, mes vieilleries, ma vente, mon nom. Pendant les 2 semaines suivantes, je les ai surveillés. Je n'ai rien dit. Je souriais au dîner. Je l'embrassais pour lui souhaiter bonne nuit. Je faisais semblant que tout allait bien. Entre-temps, j'ai engagé un détective privé. Marc valait chaque centime. En 1 semaine, il m'a fourni un dossier épais. Photo de Madeleine avec David à l'hôtel Coste, relevé de virements vers le Luxembourg, appel entre ces hommes et ma fondation. Cette ordure dirigeait un trafic de drogue, principalement de la cocaïne, depuis la Belgique et l'Allemagne. Et ma femme, ma Madeleine, l'aidait à blanchir cet argent sale via mes ventes aux enchères. L'argent entrait comme des enchères fictives, soi-disant de donateurs étrangers anonymes. Madeleine falsifiait la documentation, et moi, idiot, je signais tout, en toute confiance. Mon nom était partout. Ma réputation, ma famille, ma vie, tout n'était qu'une couverture pour leur business. Quand j'ai compris l'ampleur de ce qu'ils avaient fait, je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Assis dans la bibliothèque, près de la cheminée, un verre de cognac à la main,
Je regardais nos photos de mariage. La femme sur ces clichés n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. J'avais épousé une projection, un personnage mis en scène qui jouait le rôle de l'épouse aimante depuis 6 ans, attendant le bon moment pour exploiter mon nom et ma fortune. Mais je ne pouvais pas aller voir la police. Pas encore. Je savais que si je le faisais sans preuve concrète, il disparaîtrait, et je resterais avec rien. Des soupçons, une réputation ruinée, et une famille me demandant pourquoi je n'avais rien vu. Je devais être plus malin. Je devais les prendre la main dans le sac. La prochaine vente était prévue pour le vendredi 3 octobre. Madeleine était excitée. Elle disait que ce serait un record, que des gens viendraient de toute l'Europe. Je voyais maintenant cette lueur dans ses yeux. Ce n'était pas de l'enthousiasme, c'était de l'avidité. J'ai dit que c'était formidable, que j'étais fier d'elle. Puis je suis allé voir Marc et je lui ai demandé de contacter quelqu'un à la brigade financière. L'agent qui m'a rencontré s'appelait Thomas Martin. Une trentaine d'années, nouveau dans la police, ambitieux et assoiffé d'une grosse affaire. Je lui ai tout montré, documents, enregistrements, photos. Son visage se tendait de plus en plus. « Monsieur Delorme, dit-il enfin, c'est grave. Si c'est vrai, on parle de crime organisé. Trafic de stupéfiants, blanchiment à grande échelle. Vous pourriez être le témoin principal, mais vous devez vous préparer à ce que votre nom fasse la une des journaux. Je comprends, ai-je répondu. Mais je veux les coincer. Je veux qu'ils paient. Nous avons établi un plan. Thomas et son équipe attendraient dans des véhicules banalisés le jour de la vente. Je devais tout mener normalement, sans éveiller les soupçons. Dès que David et ses hommes apparaîtraient avec la marchandise, c'est-à-dire la prochaine tranche d'argent à blanchir, la police interviendrait. Et j'aurais un alibi, des témoins, la preuve que j'étais une victime, pas un complice. Cela semblait simple, mais la vie n'est jamais simple, n'est-ce pas? Le vendredi 3 octobre a commencé sous la pluie. De grosses gouttes tambourinaient contre les vitres, et le ciel au-dessus de Paris était couleur de plomb. Madeleine s'est levée tôt. Dès 6 heures, elle était dans la salle de bain, se maquillant avec soin. Rouge à lèvres carmin, yeux parfaitement soulignés. Elle s'habillait comme pour un gala, robe Dior bleu nuit que je lui avais offerte, escarpin Louboutin. Elle était éblouissante. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'en va célébrer son triomphe. « Tu es nerveuse ?» ai-je demandé au petit déjeuner, jouant l'innocent. « Un peu », a-t-elle souri. « Mais ce sera une belle soirée. Tout le monde parle de cette vente depuis des semaines. Une belle soirée. Pour elle, c'était certain. La dernière grosse tranche avant la disparition. Marc m'avait transmis les dernières infos hier. David prévoyait de faire passer 500 000 € ce soir. 500 000. C'était de l'argent qui aurait dû aller à un hôpital pour enfants. Au lieu de cela, il devait filer vers des paradis fiscaux, puis revenir dans les poches des dealers. La vente avait lieu dans une galerie prestigieuse place des Vosges. Je l'avais louée exprès, emplacement chic, spacieux, atmosphère élégante. La salle s'est remplie avant 19 heures. Je reconnaissais les visages, entrepreneurs parisiens, collectionneurs lyonnais, quelques connaissances suisses et belges. Tous venus soutenir la noble cause, s'ils avaient su. Madeleine évoluait parmi les invités telle une mondaine aguerrie. Charmante, brillante, parfaite. Je la voyais vérifier son téléphone à tout moment. Elle attendait un message de David. J'attendais aussi le signal de Thomas. À 20 heures, nous avons commencé. Le premier objet était une horloge du XVIIIe siècle. Mécanisme superbe, boîtier orné. Adjugé 20 000 €. Puis les cartes, les livres, les pièces. Tout se passait bien. Madeleine notait chaque transaction, souriait aux acheteurs. Je savais que la véritable action commencerait plus tard, à l'arrivée des donateurs anonymes. À 21h30, j'ai vu Madeleine consulter son téléphone et blêmir. Quelque chose clochait. Elle s'est approchée de moi, m'a chuchoté à l'oreille. « Jean-Pierre, je dois m'absenter un instant. Un souci technique avec le terminal de paiement. »« Vas-y, » ai-je dit calmement. « Je gère. » Elle est sortie par l'arrière. J'ai attendu 1 minute, 2, 5. Finalement, je l'ai vue par la fenêtre. Elle était sous la pluie, au téléphone. Son visage était déformé par la colère. Quoique David lui ait dit, ça ne lui plaisait pas. 10 minutes plus tard, elle est revenue. Pâle, mais essayant de sourire. La vente continuait. Et puis, à 22h30, ce que je redoutais est arrivé. 6 hommes en blouson marqué « Police » sont entrés, suivis de Thomas Martin.
La salle s'est figée. Moi aussi. Ce n'était pas le plan. Ils devaient attendre que David arrive avec l'argent pour le prendre en flagrant délit. Et là, ils intervenaient au milieu de la vente, devant tous les invités, devant les médias qui diffusaient l'événement en ligne. Jean-Pierre Delorme, Thomas s'est approché de moi. Sa voix était officielle, froide. Je dois vous demander de nous suivre. Nous avons des questions concernant votre fondation. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, mais je savais. Je l'ai su tout de suite. Quelqu'un les avait prévenus. David ou Madeleine avaient éventé le piège. Suivez-nous, a dit un autre officier, et ce n'était plus une demande. Madeleine se tenait près d'une table, complètement immobile. Nos regards se sont croisés. Et là, j'ai vu, pas de la peur, pas de la surprise. J'ai vu un calcul froid. Elle savait. Elle savait que la police arrivait et elle avait changé le plan. Les 4 heures suivantes, ma vie a viré au cauchemar. Nous étions au commissariat, moi, André et l'avocat que j'avais appelé. Thomas et son supérieur posèrent les questions. Je leur ai tout montré. Les documents de marque, les enregistrements, les preuves accumulées pendant 2 semaines. Mais quelque chose ne collait pas. Monsieur Delorme, a fini par dire le commissaire Roche, un homme âgé à la moustache sévère. Vous comprenez que ces documents peuvent être interprétés de 2 façons? Comment ça? Ai-je demandé, glacé d'effroi. Vous affirmez être une victime, que votre femme vous manipulait. Mais avez-vous la preuve que vous n'étiez pas complice? C'est votre nom sur la fondation. Vous signez les documents, vous organisiez les ventes. Mais je ne savais pas, ai-je crié. Elle faisait tout dans mon dos. C'est votre version, a rétorqué Roche. Malheureusement, votre femme et un certain David Roy ont disparu. Téléphone coupé. L'appartement à Paris où ils se voyaient est vide. Et votre nom est partout. J'ai compris alors. Madeleine avait tout prévu depuis le début. Dès qu'elle a soupçonné que je savais que je pouvais prévenir la police, elle a activé le plan de secours. Elle a disparu avec David, me laissant comme suspect principal. Tous les documents pointaient vers moi. Elle n'était que l'épouse dévouée. J'étais le propriétaire, le fondateur, le bénéficiaire principal. Ils m'ont relâché à 3 heures du matin. Sans inculpation formelle pour l'instant, mais avec interdiction de quitter le territoire et obligation de me présenter pour d'autres interrogatoires. L'avocat a dit que ça se présentait mal, très mal, que je devais me préparer à une longue bataille. Je suis rentré chez moi à l'aube. La maison était vide. Madeleine avait pris ses affaires, vêtements, bijoux, papiers. Elle n'avait laissé que les photos de mariage sur l'étagère et une lettre sur la table de la cuisine. Les mains tremblantes, j'ai déplié le papier. Jean-Pierre, pardonne-moi. Je devais me protéger. Tu sais comment ça marche. On croit toujours l'homme qui a l'argent. C'est pourquoi maintenant, tout le monde me croira moi. Je t'aimais à ma façon, mais pas assez pour couler avec toi, Madeleine. J'ai froissé le papier et je l'ai jeté dans la cheminée. Puis je me suis assis par terre et, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de colère. J'ai pleuré d'une impuissance pure et écrasante. Le lendemain, les médias ont explosé. Millionnaires parisiens soupçonnés de blanchiment d'argent. Les enchères caritatives, façade pour le trafic de drogue. La famille Delorme au cœur du scandale. Ma mère appelait toutes les heures, en pleurs. Mon père ne disait rien. C'était pire. Les amis ont commencé à filtrer mes appels. Les sponsors se retiraient de tous les projets. En 1 semaine, j'ai perdu bien plus que de l'argent. J'ai perdu une réputation bâtie sur 20 ans. La confiance de ceux qui me connaissaient. Le respect de ma famille. Mais le pire, c'était que Madeleine et David s'étaient volatilisés. La police les cherchait, évidemment. Aéroports, frontières, contacts. Mais c'étaient des pros. Ils devaient être quelque part en Espagne ou en Thaïlande, à rire du naïf imbécile qui s'était laissé berner. Allongé la nuit dans le lit que je partageais jadis avec elle, j'ai échafaudé un plan. Une chose était sûre, je n'allais pas laisser tomber. Je n'allais pas rester les bras croisés à attendre que la police trouve quelque chose. Je n'allais pas permettre que mon nom soit souillé à jamais pendant qu'ils vivraient paisiblement avec l'argent volé. J'ai décidé de les retrouver. Et qu'ils paieraient pour tout. Pas forcément par la prison, je n'y croyais plus après ce qui s'était passé. Mais ils paieraient de la manière qui leur ferait le plus mal. Je ferais en sorte qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient volé. Et je ferai savoir au monde entier qui ils sont vraiment. Car moi, Jean-Pierre Delorme, j'ai peut-être été naïf, j'ai peut-être trop fait confiance.
Mais je ne suis pas stupide. Et quand on me nuit, je n'oublie pas. Jamais. 3 semaines après l'effondrement de ma vie, j'étais assis dans le bureau d'un vieil ami de mon père. Georges Vallet avait été procureur pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Il tenait maintenant un petit cabinet dans le Marais, conseillant ceux qui avaient besoin de quelqu'un connaissant le système de l'intérieur. « Écoute, Jean-Pierre, dit-il en nous servant un verre de Calvados, la situation est moche, mais pas désespérée. La police n'a pas de preuves solides contre toi. Ils n'ont que des documents que tu peux justifier par l'ignorance. Le problème, c'est que si Madeleine et ce Roy ne sont pas arrêtés, tu resteras toujours suspect. Alors quoi? Je reste assis à attendre. » Georges m'a observé un instant, me jugeant du regard. « Tu as 2 options. La première, tu coopères avec la police, tu leur donnes tout, et tu espères qu'ils les trouvent. La seconde, » il marqua une pause, « tu les trouves toi-même. » Je suis rentré avec cette idée en tête. Les trouver moi-même, ça semblait impossible. Mais plus j'y pensais, plus ça prenait du sens. Je connaissais Madeleine mieux que n'importe quel flic. Je savais ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, ce qu'elle désirait. Pendant 6 ans, je l'avais observée, je lui avais parlé, j'avais vécu avec elle. Quelque part là-dedans, il devait y avoir des indices. Le lendemain, j'ai recommencé à zéro. J'ai sorti les vieux albums photos, nos conversations WhatsApp non supprimées, ces vieux emails. Chaque détail pouvait compter. Marc, le détective, a accepté d'aider. Bien qu'officiellement l'affaire soit aux mains de la police, il avait ses réseaux, ses méthodes. La première piste est apparue par hasard. En revoyant des photos de vacances, j'ai noté un détail étrange. Nous étions en Espagne l'an dernier, à Malaga. Madeleine prenait une photo de la plage, mais en arrière-plan, on voyait une villa élégante sur la colline. Plus tard, en vérifiant son Instagram, toujours actif, même si elle ne postait plus rien, j'ai retrouvé la même photo. Mais en légende, elle avait juste écrit « Les endroits parfaits existent vraiment ». J'ai envoyé la photo à Marc. « Vérifie cette villa et regarde si Madeleine avait des contacts à Malaga. » 2 jours plus tard, Marc m'appelait. « T'as l'œil, Jean-Pierre. Cette villa appartient à une société basée à Gibraltar. Propriétaire caché derrière un trust, mais l'un des directeurs est Paul Roy. Roy, comme David, son frère, de 8 ans son aîné. Homme d'affaires, casier vierge, du moins officiellement. Mais devine où cette société fait du business? Je le savais avant qu'ils ne le disent. Espagne, Costa del Sol, blanchiment dans l'immobilier. Mon cerveau s'est mis à tourner à la vitesse de la lumière. David et Madeleine avaient besoin d'une planque. Ils avaient besoin de quelqu'un pour bouger l'argent. Le frère de David était la solution idéale. Et la villa à Malaga, celle que Madeleine connaissait, qu'elle avait photographiée, pouvait être leur refuge. Marc, il me faut un billet pour Malaga, et tout ce que tu peux trouver sur Paul Roy. Jean-Pierre, ça peut être dangereux. S'ils sont là-bas, c'est justement pour ça que je dois y aller. L'ai-je coupé? La police ne les cherchera pas sur la Costa del Sol sans preuves concrètes. Et moi, ces preuves, je vais les avoir. Avant de partir, j'avais quelques affaires à régler. Je suis allé chez le notaire pour donner procuration à André. Si quelque chose m'arrivait, je voulais que quelqu'un puisse gérer l'affaire. Ensuite, j'ai vu Thomas Martin. Je lui ai parlé de la piste espagnole. Il était sceptique. « Monsieur Delorme, je comprends votre frustration. Mais vous ne pouvez pas simplement aller en Espagne jouer les justiciers. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne demande pas la permission, ai-je répondu. Je vous informe. Si je trouve quoi que ce soit, je vous le transmets immédiatement. Je me suis envolé pour Malaga fin octobre. L'automne sur la Costa del Sol était doux, la mer calme, le ciel sans nuages. Je suis descendu dans un petit hôtel du centre, loin des complexes touristiques. Je voulais rester discret. Le premier jour, j'ai loué une voiture et je suis allé dans le quartier de la villa. C'était un domaine huppé sur les hauteurs, vue sur la mer. Maison blanche, clôture, caméra. La villa de ma photo était la plus grande. 3 étages, piscine, jardin plein de palmiers et de lauriers roses. Mais les volets étaient clos, le portail fermé. Elle semblait inhabitée. Je suis revenu le soir, et là j'ai vu de la lumière à l'étage. Il y avait quelqu'un. Les 3 jours suivants, j'ai observé la villa de loin. Impossible d'approcher de trop près. Caméra et sécurité posèrent problème. Mais j'ai noté quelques détails. Au moins 2 personnes vivaient là. Un homme sortait le matin en costume.
rentrait le soir. Une femme ne sortait presque pas. Une fois, je l'ai vue sur le balcon. Longs cheveux bruns, silhouette élancée. Ça pouvait être Madeleine. Il me fallait une certitude. J'ai loué un drone avec caméra, le genre de truc que les touristes utilisent. Personne ne s'en soucierait. Tôt le matin, rue déserte, j'ai lancé le drone au-dessus de la propriété. La caméra filmait en haute définition, et je l'ai vue. Madeleine. Elle était assise au bord de la piscine en peignoir blanc, buvant un café et lisant un livre. Ses cheveux étaient plus courts, plus clairs, mais c'était elle. Et près d'elle, dans la piscine, un homme nageait. David. Il riait, comme s'ils étaient en vacances, comme s'ils n'avaient pas détruit la vie de quelqu'un. Je suis rentré à l'hôtel et j'ai envoyé la vidéo à Marc et Thomas. Je les tenais. Je savais où ils étaient, mais ça ne suffisait pas. Je devais comprendre comment ils opéraient, où était l'argent, comment ils avaient pu disparaître si facilement. J'ai commencé à suivre Paul Roy. C'était un homme d'habitude. Chaque matin, il allait à son bureau au centre de Marbella, une agence immobilière chic. Chaque soir, il dînait dans le même restaurant sur le port. Un soir, je me suis approché de sa table. J'avais un plan. « Monsieur Paul Roy ?» ai-je demandé en français. Il m'a regardé, surpris. « Oui. Et vous êtes Jean-Pierre Delorme, le mari de Madeleine. Vous avez peut-être entendu parler de moi. » Il a blêmi. Il s'est levé, voulait partir, mais j'ai posé ma main sur la table. « Écoutez, je ne suis pas là pour menacer ou me battre, je suis venu proposer une affaire. »« Quelle affaire ?» a-t-il demandé, mais il s'est rassis. « Vous savez que votre frère et ma femme m'ont impliqué dans leur magouille. Vous savez aussi que la police française les cherche. Ce n'est qu'une question de temps avant que les autorités espagnoles ne s'intéressent à votre société. » J'ai vu sa mâchoire se serrer. « Que proposez-vous ? Je sais où est l'argent. Ai-je menti ? Ou du moins une partie. Et je sais comment blanchir votre nom dans cette histoire. Mais j'ai besoin de votre aide pour blanchir le mien. » Paul Roy n'était pas idiot. Il savait que son frère l'avait embarqué dans un truc dangereux. Il savait que si ça explosait, il pouvait aussi finir en prison. Et je lui offrais une porte de sortie. Nous avons discuté 2 heures. À la fin, il a accepté un rendez-vous le lendemain, à son bureau. Il a dit qu'il devait y réfléchir. Je l'ai laissé partir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je savais que c'était le premier pas. J'avais réussi à infiltrer leur système, à trouver le point faible. Paul Roy avait peur des conséquences. Et les gens qui ont peur commettent des erreurs. Le lendemain, en entrant dans son bureau, je l'ai trouvé derrière une pile de dossiers. « D'accord, » dit-il. « Parlons. » D'accord, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de dire en commentaire ce que vous pensez de ce qu'ont fait Madeleine et David. Paul Roy n'était pas ce à quoi je m'attendais. La cinquantaine, cheveux poivre et sel gominés en arrière, costume Hugo Boss élégant. Il ressemblait à n'importe quel businessman de la Costa del Sol, mais dans ses yeux, je lisais la fatigue. Et la peur. « Mon frère a toujours été un problème », a-t-il commencé sans préambule, se servant un cognac. Il ne m'en a pas proposé. Dès l'enfance, il a eu de mauvaises fréquentations. Notre père a essayé de le redresser, l'a envoyé en pension militaire. Rien n'y a fait. David a toujours cherché l'argent facile. J'écoutais sans l'interrompre. Parfois, la meilleure stratégie est de laisser l'autre parler. Il y a 3 ans, il est venu me voir avec une proposition. Il avait besoin d'un endroit pour stocker de l'argent. Il a juré que c'était légal, de l'import depuis les Pays-Bas. J'ai été idiot. Je l'ai cru. Paul a bu son verre cul sec. Maintenant, je sais que c'était l'argent de la drogue. Et je suis jusqu'au cou dans ce bourbier. Et Madeleine ? Ai-je demandé doucement. Votre femme. Il soupira. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans. David louait la villa quelques semaines. Il faisait affaire avec des Allemands. Elle est venue seule. Elle disait être en vacances. Que vous étiez occupé. J'ai vu comment ils se regardaient. Je savais que ça finirait mal. Il y a 2 ans. Madeleine m'avait dit qu'elle partait en Thalasso en Italie avec des copines. Et moi, imbécile, je lui avais acheté une nouvelle valise pour ce voyage. Combien d'argent a transité par mes enchères? Paul a sorti un dossier du tiroir et l'a posé devant moi. Environ 3 millions d'euros. Sur 1 an et demi. Par petites tranches, pour ne pas éveiller les soupçons. La plupart sont partis en Suisse, une partie est restée ici, investie dans l'immobilier. 3 millions. 3 millions d'euros. Tout ça sous mon nom.
via ma fondation censée aider les enfants et les malades. Où sont ces propriétés? 2 villas à Marbella, un appartement à Malaga, un immeuble à Séville. Tout via des sociétés écrans, mais David est le propriétaire réel. Et votre femme aussi. Elle a 40% des parts. 40%. Elle n'était pas juste une maîtresse ou une assistante. Elle était complice, partenaire. Monsieur Delorme, Paul s'est penché sur le bureau. Vous avez dit hier que vous pouviez blanchir mon nom. Comment? C'était le moment crucial. Je devais le convaincre que j'étais de son côté. Paul, vous êtes un homme d'affaires légitime. Vous avez une entreprise, une réputation, une vie en Espagne. Vous ignoriez ce que faisait votre frère. Vous avez été utilisé, comme moi. Mais si ça sort maintenant, vous tombez avec eux. Je sais, dit-il avec amertume. Et si on pouvait inverser la vapeur? Faire de vous un témoin, pas un coupable? Vous obtenir l'immunité contre une coopération? Ses yeux se sont écarquillés. Comment? Vous avez accès aux documents. Vous connaissez les transactions, les comptes. Si vous apportez ça à la police volontairement avant qu'ils ne trouvent eux-mêmes, vous serez une victime, pas un criminel. Mais David, c'est mon frère. Votre frère a détruit ma vie, ai-je dit fermement. Il a détruit votre réputation. Il a abusé de votre confiance. Si vous l'aidez maintenant, on finira tous les deux en prison. Et lui et Madeleine vivront confortablement sur nos ruines. Paul est resté silencieux un long moment. Je voyais son combat intérieur. La famille contre la survie. Finalement, il a hoché la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Les 3 heures suivantes, nous avons monté le plan. Paul me fournirait les copies de tous les documents financiers, virements, contrats, factures. Je transmettrais ça aux polices françaises et espagnoles. Lui se présenterait comme témoin clé, trompé par son cadet. Sa société subirait une enquête, mais en coopérant, il aurait une peine légère ou un non-lieu. Et en échange, c'était le plus important, il m'aiderait à entrer, dans la villa, jusqu'à Madeleine et David. Ils me font confiance, a dit Paul. David pense toujours que je suis avec lui. Je peux vous introduire comme mon associé venant de France, quelqu'un qui veut investir sur la Costa del Sol. Et s'ils me reconnaissent, votre femme ne vous a pas vu depuis 1 mois. Changez d'apparence. Coupez la barbe, teignez les cheveux, mettez des lunettes. Ils sont détendus en ce moment. Ils se croient en sécurité. Ils ne s'attendront pas à vous voir débarquer. Il avait raison. C'était risqué, mais ça pouvait marcher. Et j'en avais besoin. Voir son visage quand elle comprendrait que je ne suis pas le naïf idiot qu'elle croyait. Le lendemain, je suis allé chez un coiffeur à Marbella. J'ai fait couper mes cheveux longs très courts, presque ras. J'ai acheté une teinture noire et j'ai couvert mes mèches grises. À la pharmacie, j'ai trouvé des lunettes sans correction à monture noire épaisse. En me regardant dans la glace, j'ai vu un inconnu. Je paraissais plus jeune, plus dur, différent. Paul m'a procuré de faux papiers, un passeport au nom de Thomas Vasseur, businessman parisien. Suffisant pour une rencontre sociale. Personne ne vérifierait l'identité lors d'un dîner. Rendez-vous pris pour vendredi soir. Paul devait dire à David que son partenaire français arrivait, cherchant des opportunités. Situation classique, des gens fuyant la France avec du cash vers le soleil, cherchant à le blanchir. Vendredi matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir l'examen de ma vie devant moi. J'ai enfilé un nouveau costume acheté à Marbella, gris, Hugo Boss, chemise blanche, cravate marine. Je devais avoir l'air d'un homme d'argent. Je devais être convaincant. À 19h, Paul est passé me prendre en Mercedes noire. Nous avons roulé en silence à travers les collines, le soleil se couchait sur la mer, le ciel était rouge sang. « Calme », a dit Paul en entrant dans l'allée. « Vous pouvez le faire. Voyez ça comme un jeu. Vous jouez le rôle de Thomas Vasseur. Homme d'affaires, calme, intéressé par l'argent, pas par les émotions. » J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, mon cœur voulait sortir de ma poitrine. David a ouvert la porte. Il était plus grand dans mes souvenirs. Carrure large, tatouage dépassant du col sur le cou. Il souriait largement. « Paul, enfin. Et voici sans doute Monsieur Thomas. » Je lui ai serré la main. Sa poigne était ferme, dominante. Je n'ai pas faibli. « David Roy, s'est-il présenté. Entrez, je vous en prie. » Nous sommes passés au salon. Immense, haut plafond, baie vitrée donnant sur la terrasse et la piscine. Meubles de prix, toiles au mur, tout du meilleur goût. Tout acheté avec l'argent volé. Et là, je l'ai vu.
Elle était sur la terrasse, dos à nous, regardant la mer. Robe d'été légère, cheveux plus courts et clairs, mais je l'ai reconnue instantanément. Je l'aurais reconnue n'importe où. Madeleine, chérie, a appelé David. Nous avons des invités. Elle s'est retournée, et pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne remette son masque de politesse, j'ai vu dans ses yeux ce qui valait tout l'or du monde. Le choc. Un choc pur, absolu. Car elle m'a reconnu. Malgré les cheveux courts, malgré les lunettes, malgré tout, elle m'a reconnu. Et j'ai souri. Madeleine a repris le contrôle en un éclair. C'était incroyable, la vitesse à laquelle elle pouvait changer d'expression, redresser les épaules, afficher un sourire parfait. Si je n'avais pas plongé dans ses yeux à cet instant précis, je n'aurais pas cru qu'elle m'avait reconnu. « Bonsoir », a-t-elle dit légèrement en s'approchant. Sa voix était calme, mais j'ai vu ses doigts se crisper sur son verre de vin. « Je suis Madeleine. Ravi de vous rencontrer, monsieur. »« Thomas Vasseur », ai-je répondu en tendant la main. « Le plaisir est pour moi. » Elle a serré ma main. Sa peau était glacée malgré la chaleur du soir. Nos regards se sont croisés et dans cet échange, une guerre silencieuse a éclaté. Elle essayait de me lire, de comprendre ce que je faisais là. Je lui ai fait comprendre d'un haussement de sourcils. « Je sais tout, et je suis venu pour toi. Asseyons-nous sur la terrasse. » a proposé David, inconscient de la tension. Le dîner est bientôt prêt. Madeleine a préparé quelque chose de spécial. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr, a-t-elle répondu sans me quitter des yeux. Très spécial. Nous sommes sortis. La table était dressée avec élégance. Nappe blanche, cristal, argenterie. La vue était à couper le souffle. Le soleil venait de disparaître. Le ciel chatoyait de violet et d'orange. C'était tout ce que Madeleine aimait. La beauté, le luxe, la perfection. Tout bâti sur un mensonge. Paul m'a dit que vous cherchiez des investissements, a commencé David en versant le vin. Il disait que vous aviez des affaires en France et que vous vouliez diversifier votre portefeuille. Exactement, ai-je répondu en m'asseyant face à Madeleine. Je voulais voir son visage. J'ai géré plusieurs sociétés à Paris. Import, export, un peu d'immobilier. Mais la France devient compliquée. Trop de questions, trop de contrôles fiscaux. Je cherche des eaux plus calmes. Vous tombez à pic, a souri David. L'Espagne, surtout la Costa del Sol, c'est le paradis pour les gens comme nous. Personne ne pose de questions gênantes ici, si les papiers sont bons. Et les contacts, a ajouté Paul. C'est ça, David a hoché la tête. Paul gère le côté légal. IMO, investissement. Tout est propre. Et moi j'aide les clients qui ont besoin de discrétion. Madeleine gardait le silence, buvant son vin. Elle m'observait sous ses cils. Je savais qu'elle réfléchissait à toute vitesse. Est-ce vraiment Jean-Pierre? Pas Jean-Pierre? Est-ce possible que j'ai autant changé? Ou suis-je vraiment quelqu'un d'autre qui lui ressemble par hasard? J'ai décidé de la pousser un peu. Vous savez, David, mon ex-femme adorait l'Espagne aussi. On venait souvent. C'était il y a longtemps, bien sûr, avant que tout ne se complique. Complique? A demandé David. Divorce. J'ai haussé les épaules. Histoire classique. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ça m'a coûté une fortune, mais on apprend de ses erreurs, pas vrai? J'ai vu Madeleine blêmir. C'était pour elle. Le message que je savais, que je comprenais, que je n'étais plus le pigeon. C'est triste, a dit Paul doucement. Mais au moins vous avez l'expérience maintenant. Vous savez à qui faire confiance. Exactement. J'ai regardé Madeleine droit dans les yeux. Maintenant je suis beaucoup plus prudent. Je vérifie tout 2 fois. Et je n'oublie jamais qui m'a trahi. Le dîner a été servi par une employée espagnole discrète. Paella, fruits de mer, légumes frais. Tout avait l'air délicieux, mais j'ai à peine touché à mon assiette. Trop concentré sur Madeleine. Tout le repas, David a parlé de ses affaires. Il était sûr de lui, arrogant, persuadé d'être intouchable. Il évoquait des transactions en Allemagne, des clients aux Pays-Bas, de la marchandise transitant par l'Espagne vers toute l'Europe. Il ne disait pas « drogue », mais on savait tous de quoi il parlait. Et j'enregistrais tout avec un micro dans ma poche. « Et vous, Madeleine ?» Je me suis tourné vers elle. « Vous êtes aussi impliquée dans ces affaires ?» Elle m'a lancé un regard noir. « J'aide David », a-t-elle dit prudemment. « Je fais la compta, j'organise les rendez-vous. J'ai de l'expérience dans les fondations caritatives. » Ah, les fondations, j'ai souri froidement.
J'ai entendu parler d'un scandale parisien récemment. Un riche qui tenait des enchères caritatives. C'était du blanchiment. Triste histoire. Paul s'est étouffé avec son vin. David a ri fort. Eh ben, ça doit être ce Delorme, non? J'ai lu ça. Le mec se croyait malin, il s'est fait avoir tout seul. Sa femme l'a largué, a pris l'argent. Un classique. Oui, a dit Madeleine doucement. Un classique. Certains hommes sont trop confiants. Ils croient trop en la bonté des gens. Et certaines femmes, ai-je dit lentement, la fixant, sont trop sûres d'elles. Elles pensent pouvoir tout faire et s'en tirer. Mais la vérité finit toujours par sortir. Toujours. Le silence qui est tombé était épais comme du brouillard. David regardait de l'un à l'autre, ne comprenant pas. Paul s'est resservi du vin. Madeleine s'est levée. « Excusez-moi », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Je dois vérifier quelque chose en cuisine. » Dès qu'elle a disparu, David s'est penché vers moi. Désolé pour elle. Madeleine est parfois nerveuse. Le stress, ces temps-ci. Je comprends, ai-je répondu. Ça doit lui peser, ce qu'elle a laissé en France. Elle doit regretter ses choix parfois. Madeleine ne regrette jamais rien, a ri David. C'est une femme dure. Elle sait ce qu'elle veut et elle le prend. C'est ça. J'ai approuvé. C'est pour ça qu'un jour, elle aura exactement ce qu'elle mérite. Après dîner, David a proposé de me faire visiter. Paul est resté sur la terrasse. J'ai suivi David. Il me montrait les chambres, le bureau sur le jardin, la bibliothèque pleine de livres sans doute jamais ouverts. Et j'observais les détails. Caméras dans les angles, coffre mural, alarme près des portes. « Vous avez une belle maison », ai-je dit. « Juste une parmi d'autres », a-t-il répondu fièrement. « J'ai une autre villa à Marbella et un appart à Séville. Les affaires marchent. Félicitations. Et Madeleine? Elle est heureuse ici, en Espagne ?» Son visage s'est adouci. « Madeleine est tout pour moi. Intelligente, belle, loyale. Elle a tout quitté en France pour être avec moi. Pas toutes les femmes ont ce courage. Tout quitter. Oui, mari, maison, famille, et un nom propre qui traînait maintenant dans la boue. C'est rare, j'ai admis. Une telle loyauté. Je suis retourné sur la terrasse. Madeleine y était, à l'écart, face à la mer. Je me suis approché sans bruit. Belle vue, ai-je dit, sans masquer ma voix cette fois. Elle a tressailli, mais ne s'est pas retournée. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé bas. « Tu crois ne pas savoir » Ai-je répondu aussi bas. « Tu dois admettre, Madeleine, c'est ironique. Pendant 6 ans, tu as prétendu être quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est mon tour. Et ça fait mal, hein, de ne pas savoir à qui se fier ?» Elle s'est retournée brusquement. Ses yeux brûlaient. « Jean-Pierre » a-t-elle chuchoté. « C'est impossible. Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venu reprendre ce qui est à moi » ai-je répondu calmement. « Mon nom, ma réputation, ma vie. Et au passage, faire payer à toi et ton amant chaque seconde de mensonge. Tu ne peux rien faire, a-t-elle sifflé. Tu es ici illégalement. Tu n'as pas de preuves. Et si tu dis à David qui tu es vraiment... Quoi? Il va me tuer? J'ai souri. Je ne pense pas. Je deviendrai un martyr. La police poserait des questions. Non, Madeleine, c'est toi qui es piégée maintenant. Et tu t'y es mise toute seule. On a entendu les pas de David. Madeleine s'est vite tournée vers la mer, essuyant ses yeux. « Tout va bien, chérie » a demandé David en l'entourant de son bras. « Oui » a-t-elle répondu. « Juste des souvenirs. » David l'a embrassée sur le front. Elle a fermé les yeux. J'ai vu la douleur sur son visage. Je n'ai eu aucune pitié. Elle méritait chaque seconde de cette souffrance. Je suis rentré tard dans la nuit. Paul m'a ramené en silence. Il savait qu'il s'était passé un truc entre moi et Madeleine, mais il était assez malin pour ne pas demander. En me déposant, il a juste dit « Souviens-toi, Jean-Pierre, on est ensemble là-dedans. Si tu tombes, je tombe. » Dans ma chambre, j'ai vérifié l'enregistrement. La qualité était bonne. David parlait clairement de marchandises de Hollande, de clients allemands, de transactions à isoler du système bancaire. Aucun tribunal n'aurait de doute. C'était une preuve. Mais ça ne suffisait pas. Il me fallait plus, documents financiers, preuves de transfert, liens concrets entre leur activité et ma fondation. Et surtout, je voulais qu'ils avouent tout. Le lendemain, samedi, Paul m'a envoyé un message. David a organisé un meeting business demain. Des clients allemands.
Il veut que tu viennes comme investisseur potentiel. C'est ta chance. Rendez-vous dans un club privé à Puerto Banús, la marina des yachts et des millionnaires. J'y étais à midi pile. Paul et David étaient déjà là, avec 2 Allemands en costume cher. Pas de Madeleine. Messieurs, voici Thomas Vasseur, a présenté Paul. Mon associé français. Les Allemands m'ont serré la main. Hans et Klaus. Sans doute des faux noms. On s'est assis face au yacht. La conversation était prudente, pleine de sous-entendus. Hans parlait de expéditions à traiter via des canaux propres. Klaus demandait des infos sur la capacité de stockage et la sécu logistique. David assurait qu'il gérait, que son système en France avait tourné sans accroc 2 ans. Et ce scandale, a demandé Hans. On a entendu parler d'arrestation à Paris. Rien de grave, David a balayé l'air de la main. Le type qu'on utilisait était trop con pour remarquer. L'affaire est close. Il a des problèmes, nous on est propres. Le type qu'on utilisait, je n'étais qu'un outil stupide. Et vous n'avez pas peur qu'il aille voir la police? A insisté Klaus. Pas de preuves, a dit David avec assurance. Tout l'accuse, lui. Et nous on est là, tranquille, hors de portée des flics français. Sauf si quelqu'un vous donne, ai-je dit doucement. Tous m'ont regardé. Pardon? David a froncé les sourcils. Je dis qu'on n'est jamais sûr de qui va nous trahir. Parfois c'est la personne qu'on attend le moins. Parfois son frère. Parfois sa maîtresse. Parfois soi-même. Paul m'a donné un coup de pied sous la table. Trop tard. C'était sorti. Trop de mensonges. Trop de comédie. Qu'est-ce que vous voulez dire? A demandé David, la voix glaciale. Je veux dire que je suis fatigué de jouer à ces jeux. Ai-je répondu en ôtant mes lunettes. Fatigué de prétendre être qui je ne suis pas. Hans et Klaus ont échangé un regard et se sont levés. Messieurs, je crois que ce meeting n'est pas pour nous, a dit Hans. On se contactera. Ils sont sortis vite. Restés à 3, moi, David, Paul. Silence de plomb. T'es qui, putain? A grogné David. Jean-Pierre Delorme, ai-je répondu calmement. L'homme que tu as détruit. Le mari de la femme que tu as volé. Le propriétaire du nom que tu as sali pour blanchir ton fric. David a blêmi, puis rougi. Il a levé la main pour frapper, Paul l'a retenu. David, non, a-t-il crié. Il enregistrait tout, hier, aujourd'hui. Il a les preuves. Toi? David a regardé son frère, incrédule. Tu l'as amené ici? Tu m'as vendu? Je me suis sauvé, a répondu Paul doucement. Parce que tu as détruit ma vie, frangin. Tu as utilisé ma boîte, mon nom. J'ai été con de te faire confiance. Mais c'est fini. David s'est jeté sur Paul, je me suis interposé. Ça suffit, ai-je dit fort. La bagarre ne servira à rien. David, la police sait où tu es. Ils ont les documents, les enregistrements, les témoins. C'est une question de jours, d'heures, avant qu'ils t'arrêtent. Toi et Madeleine. Madeleine n'a rien à voir là-dedans, a-t-il sifflé. Vraiment? J'ai ri jaune. Ta maîtresse qui organisait mes ventes, qui falsifiait les papiers, qui a 40% de vos biens immobiliers, rien à voir? David, elle est aussi coupable que toi. Il s'est assis lourdement, le visage dans les mains. Tu veux quoi? A-t-il fini par demander. Je veux tout récupérer. Ma réputation, mon nom, ma vie, et vous allez payer tous les deux. Comment? C'était le moment que j'attendais. J'ai sorti le dossier de mon sac jeté sur la table. Ici, les copies de tous les documents financiers que Paul m'a fournis. Chaque transaction, virement, propriété. Tout ce qui prouve votre culpabilité. J'ai aussi les enregistrements d'hier et d'aujourd'hui. Et j'ai un témoin, Paul, qui témoigne contre toi. Tu es fini, a ajouté Paul. Et Madeleine, a demandé David bas. Madeleine aussi. Mais, j'ai marqué une pause, sachant que c'était là que ça ferait mal. Il y a un moyen de réduire votre peine. Rendez tout l'argent, chaque euro volé, à ma fondation, la vraie, pour aider les enfants. Transférez-moi toutes les propriétés achetées avec cet argent. Et avouez tout publiquement. C'est impossible, a chuchoté David. C'est la seule option, ai-je dit fermement. Sinon, vous passerez les 20 prochaines années en prison. Toi en Espagne, Madeleine en France. Sans l'autre, sans argent, sans rien. David est resté silencieux longtemps. Je voyais sa mâchoire travailler, son combat intérieur. Je dois parler à Madeleine, a-t-il dit enfin.
Tu as jusqu'à demain. J'ai annoncé. Demain 10 heures au bureau de Paul. Soit vous signez, soit j'appelle la police. Je me suis levé, je suis sorti. Paul m'a suivi. Tu crois qu'il va le faire? A-t-il demandé. Il doit, ai-je répondu. Sinon il perd tout. Et les gens comme David préfèrent perdre l'argent que la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé à l'hôtel, fixant le plafond, pensant à Madeleine. J'imaginais la scène à la villa. David lui racontant tout. Pleurait-elle? Était-elle furieuse? Comprenait-elle enfin qu'elle avait perdu? Le téléphone a sonné à 3 heures du matin, numéro inconnu. Jean-Pierre? Sa voix était basse, brisée. J'écoute. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut s'arranger. Je te rends l'argent, tout. Juste ne me détruis pas. Te détruire? J'ai ri sans joie. Madeleine, tu t'es détruite toute seule. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Je t'aimais, a-t-elle murmuré. Non, je l'ai coupé sèchement. Tu n'aimais pas. Tu aimais ma position, mon argent, mon nom, mais pas moi. Jamais moi. J'ai raccroché. Et seulement là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti la paix. C'était fini. J'avais gagné. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites en commentaire. Jean-Pierre a-t-il eu raison? Qu'auriez-vous fait à sa place?